Est-ce que tu peux nous parler un peu de la naissance de la gerbe, de l'intention de départ au niveau de la gerbe? La gerbe, bon, c'est une ASBL qui va faire du travail social dans un des quartiers défavorisés de Bruxelles à Schaerbeek, mais cette association va naître d'un groupe d'amis qui ont tous effectivement été liés à la psycho ou au social et qui réfléchissaient ensemble à réellement comment rendre le travail psychosocial plus accessible et dans le contexte de 1968 qui était l'époque, de lutter explicitement au niveau de l'exclusion, je dirais, l'exclusion des personnes dans les institutions de psychiatrie, de protection de la jeunesse ou la prison si on la rajoute, ou dans les homes de vieux si on rajoute, je dirais, un peu tous les âges, dans la mesure où à l'époque ces institutions apparaissaient effectivement totalitaires, un peu comme Erwin Goffman l'avait déjà démontré dans ses écrits. Et donc l'idée fondamentale, c'était l'idée d'insertion. C'était l'idée que si les psys et les psychosociaux acceptaient d'être à proximité des personnes dans les quartiers, là où les gens vivaient, au moment où se posaient des problèmes qui allaient enclencher, je dirais, l'exclusion sociale dans les institutions, il y avait peut-être moyen, effectivement, d'ouvrir les possibles et de permettre autre chose que les solutions de placement en urgence. Je crois que c'est vraiment ça le cœur du projet que ce groupe d'amis avait, pour, pour innover sur le terrain psychosocial. Il s'agit de réduire la distance aussi entre l'institution et les usagers. De la rendre même tout simplement accessible. Et alors une institution, puisque quelque part la GERP, dès qu'elle sera une ASBL et qu'elle sera installée quelque part, va s'institutionnaliser aussi, mais au départ effectivement c'était rendre accessible le travail psychosocial pour ouvrir les possibles et éviter l'exclusion. Quand je dis éviter, ce n'est pas du tout dans ma tête refuser, un peu comme Basaglia va le développer en Italie, refuser l'utilisation, refuser que les institutions de placement existent. Nous allons au contraire beaucoup collaborer avec elles, puisque c'est à ce moment-là, notre travail va souvent se situer au moment de la crise et au moment où la question d'institutionnaliser, de placer une personne va se poser. Et cette équipe est constituée de combien de personnes qui se trouvent là? C'est un groupe d'amis, ce n'est pas une équipe au départ. C'est un groupe d'amis, la plupart ayant fait des études de psy ou des études sociales, qui est inséré dans les institutions, ce sont tous des professionnels, je dirais, déjà au boulot, qui se réunissent et qui partagent effectivement les difficultés qu'ils vivent dans leurs institutions, et qui partagent bien sûr, quelque part, une certaine analyse politique de ce qui se passe dans la société à ce moment-là. Alors, c'est vrai que la GERP va naître alors d'une décision à un moment donné de quelques-uns de ce groupe d'amis qui vont collectivement décider d'aller habiter un quartier choisi. Ça sera effectivement le quartier Josaphat à Schaerbeek, donc près de la gare du Nord de Bruxelles. Cela va progressivement, je dirais, constituer un peu les fondateurs objectifs, puisque la première décision que nous allons prendre,
c'est de choisir, et nous allons faire pendant un an toute une analyse de différents quartiers pour essayer de mesurer et d'évaluer celui dans lequel notre projet peut le mieux se réaliser. Pour ce faire, la première action collective, c'est que tout ce groupe d'amis va se cotiser pour créer un premier salaire et payer une de nos collègues pendant une petite année qui va vivre sur place, donc qui va s'installer à Scarbeck, et avec lequel nous allons nous réunir pratiquement tous les 15 jours pour essayer d'évaluer si à un moment donné, tous ceux qui étaient prêts à jouer le jeu pouvaient s'installer à Scarbeck. C'était notre première action, ça pendant un an, une action vraiment de type, oui, enfin, insertion de quelqu'un, d'un professionnel qui était payé par nous, par ce groupe d'amis. Et dans le contexte de la GERB, alors, la systémique apparaît comment? Pourquoi? Mais tout simplement parce que, ayant été formé, je dirais, à la psychanalyse, même la plupart d'entre nous étaient plutôt dans cette orientation-là à partir de leur formation, mais nous avons effectivement très vite compris que ce modèle, ou cette façon, disons, de fonctionner au niveau conceptuel, au niveau référence, ne serait pas très adapté au travail plus effectivement de crise et d'insertion auprès d'une population défavorisée telle que nous l'imaginions dans notre projet. Nous avons donc repris un tout petit peu dans ce qui était notre background, je dirais, culturel, ce qui nous ouvrait à quelque chose de l'ordre de l'insertion et du contact direct avec les gens. C'était effectivement alors plus la phénoménologie et tout ce que, oui, même la psychiatrie phénoménologique, je pense à Bieswanger, je pense effectivement à De Wallens, Merleau-Ponty et toute une série d'auteurs de ce type-là qui nous avaient beaucoup marqué. Et effectivement, via un des membres de ce groupe d'amis, nous étions pas mal en contact avec effectivement le développement de la thérapie familiale au Québec. À savoir que cet ami était au Québec et faisait son doctorat au Québec et donc a été à l'initiative, a été dans le mouvement de la création des centres locaux de services communautaires et de la thérapie familiale à Montréal. Nous avions donc énormément d'informations en 69-70, énormément d'informations sur effectivement le travail dans la communauté et le travail en thérapie familiale. Parce qu'à cette époque-là, si on se reprend quelque chose, la systémique, c'était encore le mot systémique était extrêmement peu utilisé par nous. Il y avait effectivement le mot thérapie familiale et le mot communauté. C'est vrai qu'à travers alors les textes de référence que cet ami vivant au Québec, travaillant au Québec, les textes qu'il nous enverra sont des textes de systémique, de Minuchin, de Gielli, de Bowen, si je reprends ces noms-là. Donc ce sont ces auteurs-là que nous allons effectivement découvrir. Je pense aussi à Rospek. C'est vrai que dans le début de la GERB, nous sommes mis en contact avec ces textes, ces documents, et je dirais à travers effectivement une expérience vécue, à travers effectivement ce membre du groupe d'amis qui était effectivement au Québec. Donc nous allons être beaucoup influencés par cet aspect-là. Il faut dire que dès la création de la GERB, nous serons les contacts, si vous voulez, dès la création de la GERB, les contacts que j'ai, parce que
bon, c'est un de mes anciens professeurs avec Pierre Fontaine, m'amène à savoir que Pierre s'est mis à traduire toute une série de textes de Minuchin, par exemple, d'anglais en français. Et donc, il vous alimente. Et donc, nous avons effectivement une source orale, je dirais, via cet ami québécois, et nous avons une source progressivement, je dirais, de texte, traduit en français par Pierre Fontaine, qui, dans le cadre du centre de santé mentale, dans le cadre du centre de guidance, c'est pas encore un centre de santé mentale, dans le cadre du centre de guidance de l'époque, commençait à traduire des textes de thérapie familiale. Et là, vous découvrez quelque chose de plus adapté alors à vos pratiques au sein de la GER que l'approche analytique traditionnelle. C'est-à-dire que cette référence à leur thérapie familiale systémique va, je dirais, modéliser le type de travail ou la façon empirique que nous avons eue de rencontrer des familles dès le début de la GER. Puisque d'entrée de jeu, ayant comme idée de réfléchir comment, dans une situation de crise, on pouvait peut-être utiliser d'autres formules, d'autres possibles que le placement et l'exclusion. Dans les placements sans les interdire. Nous avons multiplié évidemment les contacts, non seulement avec les intervenants sociaux des institutions de placement, mais avec les juges ou avec effectivement le CPJ de l'époque, l'équivalent du SAJ aujourd'hui, et avec les familles. Donc, spontanément, pour discuter et voir comment un gamin, soit délinquant, soit effectivement pour lequel se posaient des problèmes de danger, pouvait éviter le placement, tout naturellement, on s'est mis à travailler avec les familles et avec effectivement les intervenants qui s'en occupaient. On peut le dire aujourd'hui avec quand même quelque chose de militant, puisqu'à certains moments donnés, les familles ont bien dû sentir que pour nous, c'était extrêmement important de travailler effectivement avec elles et avec les juges ou les délégués qui s'occupaient de ces familles, pour créer effectivement d'autres solutions que le placement. Des alternatives. Comment réagit le milieu traditionnel, je veux dire, par rapport à votre innovation dans vos pratiques de réseau d'insertion? Le milieu traditionnel, nous en étions. Beaucoup d'entre nous avaient travaillé des années dans les institutions de placement. Donc, nous étions des gens qui commencions un projet sur ce terrain de la santé mentale et de la protection de la jeunesse, je dirais déjà très insérés dans le tissu institutionnel. Donc quelque part, ils nous regardaient, quelque part, ils nous ont lancé le message, mais enfin, un message qui est toujours vrai aujourd'hui pour beaucoup. Il y aura toujours des cas où le placement sera nécessaire, ce que nous n'avons jamais nié. Mais quelque part, nous pensions que de fait des alternatives pouvaient se créer et que, en tout cas, créer des contextes dans lesquels le placement ne se fasse plus en urgence et dans les pires des conditions, ça, nous pensions que c'était effectivement quelque chose qui pouvait évoluer. Les juges et les délégués, etc., n'étaient pas nécessairement des amis, mais après quelques années de boulot pour la plupart d'entre nous dans cette profession, nous les connaissions. Ils nous avaient rencontrés, nous les avions rencontrés dans nos précédents boulots. C'est à cette époque que Mounir Caïd vous rejoint aussi? Non. En 74. Donc si on reste sur le terrain de la systémique, il y a ces apports du Québec, ces apports effectivement de traduction à travers le groupe
de Chapelle-aux-Champs, qui s'initient aussi de leur côté à quelque chose de la thérapie familiale, mais je dirais au sens plus restreint, puisque dans leur contexte, ils s'essayent à voir et à faire du travail de thérapie familiale de façon plus stricte, alors que nous autres, nous travaillons beaucoup avec les familles et les réseaux. C'est à travers, effectivement, je pense que c'est en 1900, oui, vraiment tout au début, alors au début 71, que nous allons racheter un médecin belge qui est allé au Québec et qui s'est formé en thérapie familiale, que nous allons racheter notre première caméra, notre premier matériel vidéo pour filmer les familles. J'ai oublié son nom, il faudra que je retrouve son nom. Et ce travail alors, à la fois empirique et à la fois pragmatique et à la fois modélisé, puisque nous sommes un groupe dans lequel l'aspect recherche est très très important. On essaye d'écrire, on accepte des conférences, on est très préoccupé en tout cas de modéliser ce que nous sommes en train de faire. C'est effectivement dans ce contexte-là que quand El Kaïm revient des États-Unis en septembre 1974, des contacts se créent et qu'il accepte de venir travailler avec nous. Donc c'est 4 ans plus tard. 4 ans plus tard. 3 ans. Enfin, on est vraiment alors dans une systémie qui se construit, comme tu m'en parles, et quel est l'apport dans ces premières années de la gerbe, je veux dire, quelle est la couleur que vous, en tant que groupe de recherche, en tant que groupe d'amis aussi, vous ajoutez, je veux dire, par rapport à ce qui est amené des États-Unis et du Québec. Quelle est votre spécificité, pour reformuler autrement? Moi, je pense que d'entrée de jeu, c'est quand même notre projet politique et l'aspect militant qui a été le nôtre qui a connoté effectivement la manière dont nous allons effectivement modéliser, dont nous allons utiliser les références plus théoriques qui nous viennent de la systémique. Alors, intellectuellement, elle ne nous est pas si étrangère qu'on pourrait le penser, puisque à travers effectivement toute la dimension phénoménologique, sans le savoir, nous étions déjà imprégnés d'un certain nombre de concepts systémiques à travers effectivement Merleau-Ponty, Margaret Mead, qui, nous l'apprendrons à l'époque, ne faisait que reprendre les concepts de Bateson. Je suis aussi influencé par les projets de psychiatrie sociale qui se développent à Lyon par Jacques Hochman, qui est aujourd'hui un analyste, mais qui à l'époque avait été faire un premier stage de quelques mois à Palo Alto et avait écrit en 69 un bouquin qui nous avait beaucoup aidé pour une psychiatrie communautaire, dans lequel en annexe il y avait un résumé du bouquin de Watzlawick sur la logique de la communication. Donc, avant même, parce que le bouquin de Watzlawick ne sera traduit en français qu'en fin 72, je pense, nous avions déjà en français, et à travers notre formation, pas mal de substances, de liens avec ces concepts-là, qui n'étaient pas appelés à l'époque systémiques. Le mot systémique va apparaître, je pense, un tout petit peu plus au moment, je pourrais le situer
les premières traductions sur stencil, comme on disait à l'époque, de Pierre Fontaine, enfin, les premières traductions de stencilées de Minucci par Pierre Fontaine, vont être à un moment donné remplacées par la première traduction du bouquin slavique, qui est évidemment un condensé, une excellente synthèse de tout ce que la systémique aux États-Unis avait développé. C'est un peu, à mon avis, ça le canal qui a été le nôtre. Et donc voilà, comment la systémique fait son petit bonhomme de chemin en Belgique à travers ton expérience et à travers ce que tu as pu en voir durant ces années? Durant ces années, du côté francophone, je pense qu'il y a notre équipe de la GERP et il y a le groupe de Pierre Fontaine qui s'intéresse à cela. Aujourd'hui, je sais que du côté flamand, les choses étaient pas mal plus avancées, entre autres d'Anvers, mais soyons honnêtes, nous avons peu de contacts, sauf à travers Pierre Fontaine, avec les néerlandophones, alors qu'on en avait beaucoup avec, effectivement, le Québec qui va nous donner accès, je dirais, parce qu'eux aussi traduisent beaucoup, accès à la référence systémique provenant des États-Unis. C'est vrai que l'arrivée, le retour des États-Unis d'El-Kaïm et son arrivée à la GERP est aussi extrêmement importante parce que Mouni n'est pas, pour moi, simplement quelqu'un, je dirais, qui a été formé aux États-Unis à la thérapie familiale systémique. Il est aussi quelqu'un qui est très militant, et militant sur le terrain aussi, surtout de la psychiatrie, avec, disons quand même, très clairement à ce moment-là, comment dirais-je, l'accent qui est mis sur l'antipsychiatrie. C'est-à-dire que cette lutte qui a démarré dans les années 68 ou dans le contexte de 68, cette lutte contre quand même l'aspect totalitaire des institutions psychiatriques en particulier, est quelque chose qui dans le début des années 70 va se développer. C'est sûr que quand Mounier revient, nous allons nous retrouver aussi extrêmement proches autour de l'antipsychiatrie. Et donc, non seulement de l'idée systémique, mais l'idée d'insertion qui était la nôtre, d'être plus en contact et de donner réellement la parole, on dirait aux usagers aujourd'hui, à l'époque on disait aux psychiatrisés, peut-être à ceux qui souffraient effectivement de l'aspect totalitaire des institutions. Que ce soit sur le terrain de la protection de la jeunesse ou le terrain de la psychiatrie, les années 70 sont des années où, de façon militante, on va effectivement permettre à ceux qui vivent de l'intérieur les institutions, on va leur permettre de parler, d'écrire, de crier, de faire des vidéos. Je me mets dessus. En 77, c'est un peu l'apogée. Sur le terrain de la protection de la jeunesse, il y aura quand même ce fameux livre blanc de la protection de la jeunesse qui sera publié par une série de gens très proches de nous, et il y aura la journée des enfants du juge, où le ministère de la Culture francophone va offrir des tickets de train pour rejoindre la Marlagne à Namur pour cette journée des enfants du juge, alors que le ministère de la Justice a interdit aux enfants du juge d'y aller. C'est quand même extraordinaire. Tout à fait. Sur le terrain de l'antipsychiatrie, dès que Mouni nous a rejoints, il nous propose de faire ce premier congrès qui aura lieu à Scarbeck dans le quartier Josaphat, ce premier congrès qui va donner naissance au réseau alternatif à la psychiatrie. La systémique à l'intérieur de ça est un peu à l'arrière-plan. Elle est très présente parce que c'est bien effectivement
je dirais, dans les logiques systémiques que nous organisons ces choses. Que ce soit sur le terrain de la protection de la jeunesse ou sur le terrain de la psychiatrie. Hein? Donc pour moi, la systémique est un peu le moteur, le moteur à l'arrière-plan, si vous voulez, de ces actions-là. Hein? C'est en ce sens-là que pour moi, je n'identifierai jamais le travail ou le projet de la GEP à un projet de centre de thérapie familiale. Du tout. La systémique nous a aidé à avoir des actions d'un tout autre type. Lorsque, bien plus tard, tu décides de mettre en place une formation à l'intention des éducateurs au début, oui. ou des gens qui travaillent dans le domaine. Mais les choses ne se passent de nouveau peut-être tout à fait sous cette forme, comment dirais-je, linéaire ou rationnelle. En fait, le projet de la GERB et sa mise en pratique, et l'aspect pilote que nous développons, le fait que nous consacrons beaucoup d'énergie à modéliser, va nous entraîner à être d'abord à pas mal communiquer avec les gens même du quartier, avec le réseau. On va aussi beaucoup travailler par exemple dans les cafés avec des bandes vidéo pour faire quand même passer des messages hein, et de créer quand même des dynamiques où la parole peut circuler. Cela a sur le terrain effectivement comment dirais-je, des instituts de formation, je peux les appeler comme ça, l'impact qu'ils vont nous inviter à venir faire des conférences, à animer des journées à partir de notre pratique. Dès 1972, je vais être invité à Montcresson, à l'éducation surveillée française à Paris, à donner chaque année une série effectivement de journées de formation autour du projet pilote de la GERB. Un peu au même moment où oui, avec toute l'idée d'insertion, toute l'idée effectivement, je dirais, comment créer des contextes dans lesquels effectivement un travail peut se faire sans qu'il n'y ait effectivement une demande explicite de thérapie ou de prise en charge par les gens eux-mêmes. Il ne faut pas oublier que le contexte analytique avait totalement hypertrophié l'idée de demande. On ne pouvait, comme psy ou comme travailleur social, travailler que si les gens demandaient quelque chose. Alors, il faut se rappeler, tous les moteurs de l'époque, il ne faut pas faire à la place des gens, il faut que les gens fassent eux-mêmes, mais ça amenait effectivement les psys dans leur bureau. Comme ils n'avaient pas d'autre moyen que le modèle analytique, et donc des entretiens relativement individuels, je dirais consacrés ou focalisés sur l'être psychique, quelque part, effectivement, si le client n'est pas dans les conditions de répondre à ce que le professionnel attend, rien ne se passe. Il est évident que les adolescents, les enfants plus jeunes et les familles à multicarencées ou multiproblèmes d'un quartier défavorisé n'étaient jamais dans les conditions. Ça, ils n'avaient aucun accès. Par définition, ils n'étaient pas dans les conditions. Donc, la dimension psychosociale leur était refusée. Tout le travail, effectivement, de ce côté-là, c'était effectivement comment créer des contextes dans lesquels l'insertion et la relation, la proximité avec les gens fait qu'à un moment donné, la dimension psy peut leur être accessible, et accessible naturellement. Pas à travers, effectivement, cette exigence de demande, de désir, dirait les psychanalystes. La naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui le milieu ouvert, en fait.
Effectivement, sur le terrain de la protection de la jeunesse, il est clair que mon expérience institutionnelle m'avait amené à être en contact avec les expériences françaises et suisses où déjà à l'époque existait effectivement ce que la France appelait AMO et ce que la Suisse appelait aussi milieu ouvert, que nous avons alors développé à travers la GEP sous la forme non mandatée. Pour parler aujourd'hui, la AMO française ou la Suisse avait des modèles effectivement de travail dans les familles en milieu ouvert, à partir quand même, je dirais, d'une mission confiée par un juge ou par effectivement France Laseux, par la protection de la jeunesse en Suisse. J'étais en contact avec ces personnes et c'est vrai que un des volets extrêmement importants à côté de la psychiatrie et du développement communautaire, c'était effectivement de reprendre un peu les modèles, à travers l'insertion, les modèles de travail en milieu ouvert. De ce côté-là, le comité de protection de la jeunesse et un certain nombre, je dirais, de personnes que je connaissais bien dans le milieu de protection de la jeunesse m'ont énormément soutenu et aidé à ce qu'une première équipe de milieu ouvert se crée effectivement en Belgique, ça sera la gêne. Mais elle était d'entrée de jeu couplée à un centre de guidance enfants et adultes, parce que pour nous, la santé mentale n'était pas dissociable de la protection de la jeunesse. Nous pensions que le travail de psychiatrie de l'enfant n'était pas dissociable du travail psychosocial qu'une équipe de milieu ouvert pouvait faire. Et donc, d'entrée de jeu, la GERF a eu ces trois fondements, ces trois domaines, si je peux parler comme ça, ces trois champs de travail, le travail de la protection de la jeunesse en milieu ouvert, le travail effectivement de psychiatrie à travers un centre de guidance enfants et adultes, et le travail de développement communautaire. Si je parle un peu de moi, je peux dire que jamais je n'ai voulu être prof. Que s'il y a bien un métier auquel je n'ai jamais songé quand j'étais plus jeune, c'était l'idée d'être prof. Et c'est, par contre, effectivement, ces expériences où on nous a invités à transmettre notre expérience, m'a vraiment amené à trouver un vrai plaisir à, comment dirais-je, à partager avec d'autres professionnels notre expérience et ce que nous faisions. C'est ça qui, de fil en aiguille, m'a amené à, comment dirais-je, non seulement à accepter d'autres invitations, mais à un moment donné à sentir que vis-à-vis d'autres professionnels, il y avait une réelle possibilité de transmettre quelque chose. En ce sens-là, j'ai accepté effectivement dès 1972 de donner quelques heures de cours dans une école d'éducateurs qui m'avait invité, et au lieu de faire, je dirais, une conférence occasionnelle, ça s'est fait sous la forme de quelques après-midi de cours. Moi, je peux dire, j'avais, la première année, j'ai donné 30 heures de cours année. Où, effectivement, 30 heures, c'est 6 après-midi ou 6 matinées, où je transmettais effectivement mon expérience, et l'expérience que je représentais. De fil en aiguille, dans ce cadre-là, j'ai effectivement de plus en plus accepté effectivement de donner des heures de cours. C'est devenu un cours. Pour moi, c'était un partage d'expérience. Voilà. C'est vrai que l'aspect modélisateur, la référence systémique devenant de plus en plus, comment dirais-je, organisé, je dirais, c'est vrai que spontanément,
dans les cours que je donnais, mais j'ai un tout petit peu expliqué ce qu'était le modèle systémique et comment il avait été pour nous une référence. Et comment tu en viens plus tard à créer vraiment une formation spécifique Donc ça c'est dans les années 80. Tant du côté de l'Institut, qui avait été créé donc en 78 à l'initiative de Mouni, mais avec premier objectif d'éditer une revue, mais de nouveau de partager quelque chose de nos recherches, parce qu'éditer une revue, c'est quand même un peu cela, de faire des congrès et d'organiser effectivement des congrès, mais dans ce contexte-là, tant à l'Institut que du côté effectivement de l'école d'éducateurs, que du côté français, dont je peux dire un mot dans quelques minutes. Bon, l'idée en tout cas, ou la demande, ou l'idée de répondre à la demande d'un certain nombre de professionnels d'avoir une formation plus longue, je dirais, se précise. Il faut peut-être dire que, de façon spontanée ou de façon, je dirais, un peu privée, dans la fin des années 70, s'étaient organisées des mini-formations à droite ou à gauche, mais qui n'ont jamais eu qui n'étaient pas labellisées, qui étaient extrêmement liées à des personnes. J'ignore quand Chapelle-Auchan a commencé, mais je pense que c'est tout à être vérifié. Et donc à l'école, à un moment donné, l'éducation nationale de l'époque propose, ouvre la possibilité de créer des modules de formation sur des thèmes, comment dirais-je, libres. Et avec Madame Kitty, la directrice de l'école, nous sautons sur l'occasion et vont s'instituer dès 1981 toute une série de modules explicitement systémiques, qui sont des petits modules de 5, 8, 10 jours, qui alors capitalisés vont progressivement constituer la formation. En France, un premier groupe de formation va se mettre en place au nord de Montpellier, à partir de stagiaires qui étaient venus travailler à la GERP et qui vont demander effectivement de les former dans une formation longue, de 3-4 ans. La première formation sera de 4 ans dans le sud de la France. Parallèlement à ça, Edith Golbeter, Mouni et moi, nous pensons effectivement que peut-être l'Institut peut aussi proposer à son nom des formations. Et une première formation va s'organiser à partir de 81 dans le cadre de l'Institut d'études de la famille et des systèmes humains à Bruxelles. C'est un peu comme ça que les choses se mettent en place. Elles vont donc avoir un temps de maturation extrêmement long. Il n'y a jamais eu l'idée de s'instituer formateur du jour au lendemain, on n'a jamais eu un projet, je dirais, comment dire ça, un peu externe comme ça, où tout à coup on propose une formation. Ça a mûri, et je dirais même que dans le cas de l'école d'éducateurs à Namur, les premiers participants au groupe de formation sont des gens avec lesquels je travaille déjà. Donc il n'y aura même pas d'appel
Il n'y aura même pas de publicité à l'extérieur pour dire il y a une formation qui s'ouvre à Namur. Les premiers groupes sont constitués, sont presque prédéterminés, puisque ce sont toutes des personnes avec lesquelles je suis déjà dans un travail de formation. Et là maintenant, au-delà des 65 ans, puisque dans cette école tu as pris ta pension, quel bilan tires-tu de toute cette expérience formative? C'est-à-dire que là, je pense que j'ai vraiment découvert, un peu comme je le disais, vraiment le plaisir du partage, de l'expérience professionnelle qu'on peut avoir développée, de la réflexion que cela entraîne, de la créativité que ça exige, parce que former d'autres, c'est se remettre en question, c'est d'être interpellé, c'est donc à un moment donné être suscité dans sa créativité. Et moi aujourd'hui, c'est vrai que le différentiel d'âge ayant évidemment grandi, hein, au début je partageais mon expérience au fond avec des pères, des gens plus ou moins de mon âge. La vie fait que progressivement, effectivement, ce différentiel a grandi et que donc j'ai alors eu en plus la satisfaction, et là je reconnais que c'est un vrai plaisir pour moi, non seulement de partager, mais de voir qu'à travers le partage d'expérience, des stagiaires, des élèves, des étudiants évoluaient, bougeaient, m'apprenaient énormément de choses, et que donc j'ai eu tout ce plaisir de co-construire avec un bon nombre de personnes quelque chose de la découverte et de l'enthousiasme que l'on peut avoir par rapport à cette pratique systémique. Donc, là, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, la formation d'adulte qui a été la mienne, une partie, je dirais, de toutes ces dernières années, c'est une partie passionnante, parce que voir évoluer les familles, sentir effectivement des jeunes ou des familles qui peuvent sortir effectivement de leurs difficultés de santé mentale, ça ne nous laisse pas indifférents, mais voir évoluer les professionnels, les voir découvrir qu'on peut lire les choses autrement, que la créativité, comment dirais-je, peut être utilisée, exploitée, c'est une expérience humaine extrêmement intéressante. Ce travail, tant avec les familles que dans le travail de formation avec les professionnels, transmettre aussi quelque chose de cette rigueur éthique qui pour moi est extrêmement importante dans tout mon parcours, pour moi quand même, au niveau politique, si on a lutté contre l'aspect totalitaire de l'institution, c'était quand même parce que quelque part on ne pouvait pas accepter effectivement au niveau éthique la manière dont les choses fonctionnaient. Et si on est passé plutôt par quelque chose de plus favorable dans les 10 ou 15 dernières années, il faut dire qu'aujourd'hui, on a fait, je ne sais pas si ça doit retourner en arrière, mais on a sacrément repris, via le sécuritaire, une série de dérives qui avaient été, qui avaient été pour nous les éléments qui nous avaient amenés à rétroagir, je ne dirais pas violemment, mais politiquement de façon très impliquée. Quel conseil tu pourrais donner à des professionnels justement qui sont pris à mal justement face à ce retour sécuritaire et dans leurs institutions qui se trouvent confrontés à cette rigueur Mais moi, ma seule réponse est celle qu'on a eue à l'époque, c'est effectivement de croire profondément que
Nous sommes responsables de ce que nous décidons de faire, et que prendre des responsabilités qui nous amènent à ne pas obéir et à s'opposer à un certain nombre de dérives, est pour moi quelque chose effectivement qui reste essentiel. La seule chose que je peux dire, expérience faite, c'est qu'à l'époque, prendre ses responsabilités à l'encontre, je dirais, c'est pas du règlement, à l'encontre du politiquement correct, je dirais, de l'époque, était relativement accepté. Et ce n'était pas perçu, effectivement, ni par la justice, ni par l'establishment, ni par, je dirais, même les gens, ce n'était pas perçu comme quelque chose de totalement inacceptable. Hein? C'était marginal, c'était critiqué, c'était considéré comme fou, mais quelque part, s'il y avait des gens qui voulaient penser autrement, à la limite, pourquoi pas, hein? Aujourd'hui, moi j'ai le sentiment que, comment dirais-je, prenons les nouvelles lois, tant françaises que belges, sur l'aide aux clandestins. Je suis heureux de constater quand même que la justice a acquitté les 2 travailleurs sociaux qui avaient aidé, tout en condamnant effectivement l'immigré qui avait apporté l'aide ou qui avait hébergé. Hein. Mais quelque part aujourd'hui, un bon nombre de gens, la justice, comment dirais-je, est prête à dire la loi c'est la loi, et la loi ne peut pas effectivement être contestée, je dirais, de façon citoyenne. Hein? Si je reprends effectivement les enjeux de l'IVG, hein, à l'époque, manifestement, quand le docteur Peirce est emprisonné, la justice l'emprisonne, et quelque part, l'ensemble de la population, l'ensemble, la société dans son ensemble, quelque part, ne vit pas le docteur Peirce comme un ennemi public numéro 1. Alors bien sûr que c'est partagé, il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Mais ça va ouvrir le débat. Lorsque, de fait, la GERP se crée et que je suis en contact avec le procureur général Raymond Charles, nous nous mettons d'accord que pour que la GERP sur ce terrain, dans un quartier populaire, puisse travailler correctement, il faut effectivement que nous ayons, comme il disait, une zone franche. Donc une zone dans laquelle, effectivement, nous ne sommes pas, comment dirais-je, nous ne sommes pas rigoristes, nous ne sommes pas, effectivement, dans l'obéissance totale au règlement. Je prends les fugueurs, Raymond Charles, procureur général, nous a toujours dit, si vous voulez effectivement à un moment donné aider des fugueurs, vous ne pouvez pas les aider en les dénonçant à la minute à la police. Donc, si vous voulez travailler avec des fugueurs, il faut bien accepter à temps une zone franche dans laquelle effectivement vous êtes des professionnels qui savaient que ce gosse est en fugue, et qui cependant allaient travailler avec lui et non pas le dénoncer à la police ou à l'institution dont il a fugué. Et je peux donner quantité d'exemples où il était concevable, même si c'était marginal, il était concevable effectivement que des zones franches comme ça existent. Aujourd'hui, on semble dire avoir des messages de tolérance zéro, avec, je dirais, des conséquences assez incroyables.
comment est-ce que des éducateurs avec la tolérance zéro pourraient encore faire de l'éducation? Puisque la logique voudrait que dès qu'ils sont au courant qu'un gosse a fait un délit, le délit soit dénoncé. Ou l'infraction. Je peux lui donner un exemple, puisque si je vois un gamin que je suis rouler en vélomoteur, ben, il est évident comme professionnel, dans un certain nombre de cas, il ne me fallait pas beaucoup de petits dessins pour comprendre que le vélomoteur n'avait pas été acquis tout à fait dans les règles, que l'assurance n'était peut-être pas payée, etc., etc., etc. Est-ce que, comme responsable de milieu ouvert, j'allais d'abord me préoccuper de dénoncer à la police ce vélomoteur que je suspectais être volé ou emprunté ou pas en ordre? Ou est-ce que je m'autorise à travailler avec un gamin avec effectivement l'information que vraisemblablement le vélomoteur avec lequel il est venu n'est pas en ordre? Important, c'est que, bon, ben, c'est vrai que oui, je fais une expérience adolescent, oui, qui m'a, je pense, énormément influencé. C'est que je suis amené à quitter le collège de Verviers dans lequel j'avais toujours été pour être interne au collège de Mons pendant 2-3 ans, au milieu de l'adolescence, et c'est là que je découvre que, que la misère et qu'un certain nombre de gens vivent dans des conditions extrêmement différentes des miennes. Même si je suis un enfant de guerre ou juste né avant la guerre, donc c'est vrai que toute mon enfance se passe quand même dans un contexte de restriction, un contexte de, comment dirais-je, de peur, un contexte de souffrance. Mais c'est aussi vrai que cet adolescent, en commençant à travailler dans les plaines de jeux de Glun, que je découvre effectivement la misère, la difficulté dans laquelle effectivement vivent un certain nombre de familles, familles de mineurs italiens pour un bon nombre, que je découvre effectivement comment un certain nombre d'enfants sont pris en charge par un juge de la jeunesse, soit parce qu'ils ont effectivement commis une infraction ou un délit, soit parce que de fait leur famille ne sont pas en mesure en fait de les éduquer. Et c'est vrai que donc dans ce cadre-là et dans le cadre du scoutisme, je vais très rapidement préoccupé en fait de ce qu'on peut appeler l'enfance délinquante ou l'enfance abandonnée. Mais ça m'amène, c'est peut-être l'intérêt de raconter des choses comme ça, parce que ça se vérifiera alors peut-être un peu plus dans la suite de mon évolution. Mais invité à faire dans le cadre de l'enseignement secondaire une conférence sur un sujet qui me tenait à cœur, je vais choisir effectivement l'enfance délinquante, ce qui va m'amener effectivement à un grand adolescent à rencontrer un juge de la jeunesse, à lui parler. Il va, aujourd'hui j'espère un peu impensable, mais il va me permettre de regarder toute une série de dossiers. Je vais effectivement lire pas mal de bouquins sur la fameuse loi de 1912 de l'époque, sur effectivement les problèmes que pose actuellement, que posait à l'époque, c'était en 1956, posait à l'époque les problèmes d'enfance délinquante. Je vais rencontrer des délégués bénévoles, mais ça comme adolescent.
Hein? Alors, bon, c'est vrai que sortant des humanités, je pense que l'idée, en tout cas, de faire le droit et avec l'idée d'être juge des enfants est quelque chose qui m'a animé. Les circonstances familiales et en cause de la mort de mes parents ne me permettront pas de poursuivre dans cette voie-là, et je ne pourrai reprendre que bien plus tard mes études de psy, qui m'ont ramené d'une certaine façon dans le domaine de la protection de la jeunesse et de la psychiatrie. Mais c'est vrai que, oui, très très jeune, je vais effectivement me retrouver dans ce champ. Je pense que en réto, j'ai pas mal l'année passée animé de soirée chez un jeune éducateur qui s'appelle Marcel Brisebois, et qui tient un foyer pour adolescents de l'abbé Gerhardt, qui commence. Donc c'est vrai que déjà à l'époque, j'étais très lié à tout le domaine de la protection de la jeunesse, à travers les institutions et les projets et les choses créatives qui existaient à l'époque. Bon, il ne faut quand même pas, je crois qu'il faut peut-être le rappeler, il ne faut pas oublier quelque part que mes aînés, quelque part, ceux qui ont une dizaine d'années de plus que moi, étaient ceux qui, après la guerre, à leurs 20 ans, ont dirigé les camps de l'aide à l'enfance au pays, se sont préoccupés que ce soit Robert Braque ou que ce soit d'autres gens, je pense à l'abbé Idole, etc. Il y avait autour de moi un contexte, un environnement qui avait été très, très impliqué, très militant, et qui avait pris en charge pas mal, effectivement, de situations. Si aujourd'hui on essaye d'imaginer qu'un centre de rétention avec des familles, je dirais, clandestines, ou arrivées comme clandestins, était dirigé par entièrement devant trouver la nourriture, l'organisation, tout, sans aucune évidemment mesure de sécurité, mesure de etc. À l'époque, tout ça s'est créé avec des gens de 20-25 ans. Les autres n'existaient pas, ils étaient morts ou soldats ou comment ils sortaient des camps prisonniers. Donc, qui s'est occupé des orphelins dans tout le mouvement? Ce sont des gens très très jeunes et qui ont fait des choses extraordinaires sans se préoccuper de savoir s'il y avait un certain nombre de mètres carrés, si les lits superposés ne craqueraient pas un jour, etc., etc. Alors c'est vrai qu'on est passé de situations d'urgence dans lesquelles la créativité était maximum à des situations de plus en plus sécuritaires qui aboutissent à l'absurde aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si tu me demandes un peu... pour finir, quand même très, très intéressé, très lié à tout ce milieu-là, c'est à travers, effectivement, pour finir, la psycho que je vais pouvoir, je dirais, actualiser quelque chose de ce qui avait été profondément pour moi quelque chose de mon enfance et de mon adolescence. Tu me posais la question des parents.
j'ai eu des parents qui sont morts quand j'étais qui sont décédés quand j'étais relativement jeune. Hein. J'ai perdu ma mère à 14 ans et mon père à un peu moins de 20. Je pense avoir été élevé dans une famille ouverte, famille nombreuse, dans laquelle effectivement, la dimension sociale était assez présente, mais pas exagérée. Quel serait pour toi, c'est un concept qui est fort à la mode et qui nous préoccupe pas mal au CESEP où je travaille depuis un certain temps, et donc on pose cette question à un ensemble de personnalités, ce serait leur définition ou en tout cas leur compréhension de ce que pourrait être une intelligence collective. Je ne connais pas le concept, et je n'ai vraiment rien encore lu autour de cette expression-là. Ce qui me vient en tête, c'est deux choses. La première, c'est d'opposer effectivement intelligence collective à, entre guillemets, intelligence individuelle. Hein, et c'est là que l'aspect systémique, alors, pour moi, a du sens. Autant que ce mot intelligence collective puisse signifier quelque chose. C'est comment, en tout cas pour moi, dans le projet de la Gerbe, c'était clairement exprimé qu'on souhaitait effectivement voir et relire les choses en tenant compte que l'implication individuelle, de l'implication individuelle dans le collectif ou dans l'aspect collectif. Hein, pour réutiliser, c'est les mots qu'on a utilisés à l'époque. Hein. Et c'est vrai que dans le boulot que nous avons fait, il nous a été toujours extrêmement essentiel que lorsqu'on avait un cas individuel, de resituer le cas individuel dans une logique du collectif. Donc d'en avoir une compréhension, une intelligence collective, hein, une compréhension collective. Et nous avons fait quand même extrêmement souvent l'expérience que lorsque ce travail était fait, ça changeait fortement la manière dont les familles, les personnes vivaient ou réagissaient aux problèmes auxquels ils étaient confrontés. L'exemple effectivement le plus facile que je peux prendre, c'est le renvoi scolaire. Une famille, lorsque son gamin est renvoyé, à la limite se ferme, essaye de vivre le problème à l'intérieur, je dirais, d'elle-même, et très en difficulté d'imaginer quelque part que le renvoi scolaire ne serait pas dû au comportement du gamin. Dans ce travail que nous avons fait, où on a lutté contre l'anonymat, on a essayé vraiment l'anonymat, non, je devrais dire, on a lutté contre l'idée de recevoir les gens dans l'anonymat. Au contraire, dit aux gens, tiens, après tout, si votre fils est renvoyé, bien sûr qu'il a fait peut-être des conneries, mais enfin, il n'est pas le seul, il y en a d'autres. Est-ce que vous connaissez ces autres familles? Nous en connaissons. Est-ce que vous accepteriez effectivement qu'on se réunisse? Et c'est vrai qu'à partir du moment où les familles se rendaient compte que le renvoi de leur gosse n'était pas simplement lié au comportement qu'il avait eu, bien réel, mais lié aussi à des logiques, je dirais, du fonctionnement de l'école elle-même, c'est vrai que les choses changeaient fortement. Qu'il y avait un partage d'expérience et de solutions beaucoup plus créatifs que de rechercher tragiquement une école pour le gosse qui était renvoyé. Ça, c'est dans cette vision collective, puisqu'il y a un regard où un partage d'expérience peut se faire, qui pourrait ouvrir quelque part un champ où on aborde autrement les situations, notamment dans le cas d'une thérapie familiale ou dans le cas d'une pratique de réseau. Oui.
Et c'est là que je dirais que, mais je joue sur les mots, parce que je n'ai pas du tout conscience comment dirais-je, de ce que le concept recouvre pour d'autres, que se crée une intelligence collective, c'est-à-dire que les gens sentent, comprennent, qu'ils sont en quelque chose de collectif et pas simplement, effectivement, un comportement individuel à critiquer. Si je vais sur un autre terrain, j'ai le même sentiment dans mon expérience de formateur, à travers, par exemple, le génogramme paysager, eh bien là aussi, manifestement, pour moi, à travers ce travail de génogramme paysager, au-delà ou en deçà, je dirais, de ce qui se dit verbalement, il y a manifestement une intelligence collective qui, à mon avis, se crée. Au point, quand même, que des choses parfois extraordinaires peuvent se passer, quoi, hein, comment dirais-je, certains membres d'un groupe de génogrammes vont absolument sentir que telle ou telle personne est extrêmement proche de quelque chose qui leur fait problème, de quelque chose qu'ils ont vécu, et qu'à travers les choix qui se jouent dans le travail d'actualisation psychodramatique que l'on fait après le génogramme, il se joue des choses extraordinaires, où moi j'ose dire à un moment donné, il y aurait une intelligence collective. Il y aurait une espèce de compréhension qui dépasse l'individu et qui est bien au-delà d'une compréhension, comment dirais-je, rationnelle. C'est des assemblages, Je peux tout à fait reprendre le mot d'assemblage. En tout cas, il y a une série, si je reprends des mots que Mounier a utilisés, d'intersections qui se jouent et qui peut-être peuvent donner lieu à ce qu'on pourrait appeler une intelligence collective. Maintenant, je suis peut-être à milieu de ce que je ne pense pas, d'autres ont développé dans la mesure où le mot m'est tout à fait étranger. Peut-être, quand tu parles justement de ce moment au-delà de l'expérience, tu as eu l'occasion à maintes reprises de faire ces expériences, notamment de génogramme paysager. Qu'est-ce qui est caractéristique, je veux dire, de ces moments en termes d'émergence, quand ces assemblages se font, quelles sont les qualités qui émergent dans ces contextes-là? Je ne sais pas si... C'est quelque chose... Non, ce qui, moi, m'est le plus frappant, c'est l'effet de surprise que ça crée. Et cet effet de surprise ouvre toujours, à mon avis, les possibles et l'interpellation, les questionnements. C'est parce qu'à un moment donné, il y a cet effet de surprise qu'il y a des choses auxquelles on ne s'attendait pas, que quelque part notre regard et notre compréhension peut changer. C'est à ce moment-là aussi qu'un sentiment d'intelligence collective pourrait peut-être exister. Pour autant que je transforme toujours le mot intelligence en compréhension. Mais ça part d'une action, d'une action, de quelque chose de très actif, de quelque chose de très... c'est pas en termes d'intellectualisation. Ça se passe d'abord dans une rencontre qui est plus de l'ordre de l'émotion, de la rencontre, de la... Je pose la question. Quand tu me lances le mot intelligence collective, j'ai, moi, du mal à imaginer quelque chose de rationnel. Je me sens de suite, je dirais, invité à aller sur le terrain. Pas de l'émotionnel, du relationnel en tout cas, et pas de l'intellectuel, parce que le mot collectif, quelque part, si je peux effectivement réduire à son
aspect rationnel, dès qu'il est, comment dirais-je, dès que ce mot est accolé à collectif, pour moi le collectif, on n'est pas dans l'ordre du rationnel, hein, on est dans l'ordre de quelque chose qui émerge. Et donc de l'ordre du relationnel, ou de l'ordre du groupe, ou de l'ordre de... le mot collectif, pour moi, je ne parviens pas à le rationaliser. Il est nécessairement de l'ordre de l'expérience à plusieurs ici. Ou le mot collectif. Parce que bon, si je reprends l'origine latine, bon, intelligere, c'est bien, il faut aller voir, hein, c'est bien de l'ordre de la compréhension, à mon avis, mais le collectif, c'est bien de l'ordre de lier ensemble, c'est bien de l'ordre de recueillir, c'est bien de l'ordre de... Il y a une opération de l'ordre du pluriel dans le collectif. Edgar Morin parle de... Enfin non, c'est pas Edgar Morin, j'avais interviewé Jean-Louis Lemoyne, il parlait de l'ingénium qui vient de Vico, je crois, qui est cette intelligence qui relie, cette intelligence particulière qu'a l'homme de mettre en lien et de créer des transversales, de passer d'une discipline à l'autre, de passer d'un environnement à l'autre et de faire des liens qui permettent de créer quelque chose de neuf et qui provoque de l'émotion, effectivement, qui peut provoquer aussi de la... D'un autre côté, il y a notre ami Albert Jacquard qui lui dit que l'intelligence ne peut être que collective. C'est un pléonasme de parler d'intelligence collective. En tout cas, la réelle intelligence qui s'éloigne justement de l'esprit de compétition, qui va plus vers un esprit de coopération. Pour lui, c'est ça, c'est là où se situe la réelle intelligence. C'est l'intelligence qui collabore, qui fait le lien entre les choses. Qu'est-ce que ça évoque pour toi de ce côté-là, moi je ne sais pas s'il y a un pléonasme, mais il y a en tout cas une analogie entre les deux mots, parce que si de fait, au lieu d'intelligence, je dis de nouveau compréhension, compréhension c'est bien prendre avec, c'est bien prendre ensemble. Donc là, on est très proche de collectif qui est effectivement lié avec. C'est quand même extrêmement proche. Maintenant, est-ce qu'on ne doit pas accepter que dans l'histoire, les mots ont pris chacun leur chemin, et que le mot intelligence pour beaucoup d'entre nous dans notre culture, a quand même pris une sacrée connotation de rationalité, et de même d'abstraction. Bon. Et qu'aujourd'hui le mot était dans ce sens-là. Et que donc, en acceptant que les mots ont eu leur histoire, il n'est peut-être pas un pléonasme de vouloir, pour ramener le mot intelligence à son idée première de comprendre avec ou de comprendre ensemble, il n'est peut-être pas farfelu ou si fou que ça de lui adjoindre le mot collectif, qui dit quelque chose du lien. Du lien ou du pluriel en tout cas. Mais, on est au cœur de la systémique aussi. Dans un système qui communique et qui est ouvert, on ne peut pas ne pas communiquer, on ne peut pas ne pas relier et mettre ensemble. On est bien au cœur de l'épistémologie et de la, entre guillemets, logique systémique. Oui, ça je vois. Maintenant, pour moi, le mot systémique, il ne faudrait pas non plus simplement le réduire à l'idée d'interrelation ou d'interaction, quoi. Parce que dans l'idée de systémique, il y a aussi l'idée de système. Oui, mais enfin, qui est quelque chose qui quand même, qui est un concept qui peut nous aider à penser que
on peut identifier les membres ou les éléments d'un système. Et que donc un système ne nie en rien quelque chose du sujet ou de l'individu ou de l'élément. Et que les relations sont indissociables, mais quelque part ne se confondent pas avec le sujet, l'individu ou l'élément. Tout à fait. Et donc là c'est vrai que si on veut garder à chaque concept un tout petit peu sa pertinence, il est toujours difficile de réduire un mot à une de ses facettes. Oui, loin de moi cette idée, donc tout à fait. Mais justement, la systémique peut-être est elle-même, le renouvellement de la pensée actuelle, et je pense que c'est vrai que tu me disais tout à l'heure que c'est un peu un terme nouveau, de mettre ensemble l'intelligence collective, et c'est vrai que c'est beaucoup issu aussi du monde de l'Internet, de l'informatique, des réseaux, des pratiques de réseau. C'est fort à la mode dans l'Internet, dans la mise en réseau. Et de plus en plus, on s'interroge sur des façons collectives, justement, en voyant cette espèce de magma informationnel qu'est Internet, où les gens de tout niveau, de toute discipline, de tout milieu, de tout continent se rejoignent, à un moment s'interrogent sur qu'est-ce que c'est être intelligent ensemble pour ne pas faire n'importe quoi, sans doute. Donc c'est un peu issu aussi de cet état, c'est un effet de mode peut-être, ça va peut-être passer selon, on verra. Mais en même temps, la systémique me semble être, sans la réduire effectivement à ça, me semble être quelque chose qui peut enrichir le concept d'intelligence collective à travers toute sa réflexion qui déjà est... Maintenant, on parle des années 50 jusqu'à maintenant. Là, moi, je n'ai pas trop l'expérience, parce que c'est pas du tout... c'est quand même quelque chose que les plus jeunes manient, mais si tu me proposes le lien avec Internet, c'est vrai qu'on pourrait alors imaginer, j'invente la chose à partir d'une expérience qui m'est proche, c'est vrai qu'Internet semble pouvoir mettre en collectif l'intelligence, ou en tout cas les compétences, la capacité de comprendre effectivement d'un grand nombre de gens qui s'invitent autour d'un problème sans autre forme de procès que, je dirais, Internet. Ils n'ont pas besoin de la GERP, ils n'ont pas besoin de Dieu sait quel groupe officiel de choses. Internet est effectivement ce contexte qui permet cela. Je pense effectivement que sur le terrain de la mécanique, je suis évidemment en admiration devant mon fils en l'occurrence, qui démonte effectivement des boîtes de vitesse ou des pièces mécaniques extrêmement complexes, en se photographiant, et quand il a une quelconque difficulté, il envoie les photos sur Internet pour demander effectivement qui peut lui dire comment effectivement il faut progresser, soit pour démonter, soit pour remonter. Alors là, c'est évidemment un usage d'Internet et d'une certaine possibilité collective, ou en tout cas de créer un collectif qui va s'intéresser à un problème d'une certaine façon totalement mineur, parce que pour celui qui est mécanicien ou qui a créé la boîte de vitesse, il n'y avait aucun problème de la montée et de la démontée.
pour celui qui démonte une boîte de vitesse inconnue pour la première fois, qui bute à un moment donné sur une phase du démontage, eh bien c'est vrai que le lendemain matin, en ayant passé quelques heures sur Internet, il a la réponse. Via effectivement des photographies. Et alors, est-ce que c'est ça une intelligence est-ce qu'Internet développerait une espèce de partage de l'intelligence et de la compétence des gens, mais une compétence ici concrète, donc pas simplement une compétence abstraite en termes de comment dirais-je, donc la façon dont des gens comme moi risquent d'utiliser Internet, à savoir de l'utiliser comme une grande bibliothèque. Ici, c'est opératoire, c'est dans la pratique. C'est dans la construction et dans l'amélioration d'un savoir. Je suis en train de démonter ma pièce, je me photographie, en train de démonter ou de remonter. J'envoie cette photo sur Internet et je reçois dans les minutes qui suivent, il y a toujours un mec sur Internet qui sait comment il faut faire. Et c'est vrai que c'est assez fabuleux, assez extraordinaire. En tout cas, là tu m'amènes sur des terrains, des sentiers inconnus. Parce que, mais dès que j'ai fini, je vais aller voir sur Internet l'intelligence collective. Par exemple, oui, je pourrais te donner quelques adresses intéressantes, notamment qui parlent des qualités d'une intelligence collective, et notamment cette capacité une des caractéristiques qui est mise en avant, c'est une intelligence à architecture polymorphe, par exemple, ça c'est des grands mots. Ah oui, des grands mots, mais qui peuvent, c'est une intelligence, une façon de dire, qui se remet en question tout le temps, dont l'objet du savoir est toujours en circulation entre les personnes, un peu comme dans un groupe de jazz, on sait ce qu'on fait ensemble, mais on n'a pas nécessairement toute la partition, donc il y a des choses qui construisent. C'est un bel exemple aussi, ça. Ça, c'est très proche du génogramme Piaget, pour moi. Ton exemple de jazz. C'est aussi une des caractéristiques qui est soulignée, c'est le regard croisé, l'optisme comme c'est appelé. On a tous ensemble la vision de ce qu'on est en train de faire, et donc on est bien dans l'action qui caractérise l'intelligence collective. Et je pense qu'on va peut-être devoir en rester là pour aujourd'hui. Il est déjà 1h30.